Bonjour, merci de l'invitation. C'est vraiment un privilège d'être là. Puis vos présentations étaient très éclairantes. C'était même effervescent. Moi, quand je vous entendais, je devais me tourner la langue cette fois avant de parler. Je voulais pas intervenir. J'avais le goût de répondre, mais je me suis dit chacun son tour. Donc nous, on est ici en tant que praticiens pour Hélène et moi. C'est ça qu'on a un peu le trac. On s'est dit, on va pas jouer aux universitaires qui vont leur faire une présentation non, on n'y arriverait pas. Puis on voulait aussi, on s'est dit aussi qu'on voulait pouvoir répondre plus spécifiquement à vos questions parce que on peut facilement se perdre. Il y a tellement de dimensions au métier d'acteur, puis au métier et le doublage. Et puis aussi, ce qui est fabuleux, en fait, on s'est rencontrés hier soir et puis on discutait de ça, puis je me rendais compte à quel point le doublage, qui à quelque part est quelque chose d'un peu étrange, c'est pas forcément très noble. Hein? C'est pas comme parler, par exemple, si je vous parlais du théâtre classique ou je parlais de Shakespeare ou on parlait ou du théâtre québécois, l'œuvre de Tremblay. Ce sont des choses qui s'imposent déjà par rapport au théâtre. Le doublage, nous, on utilise aussi un petit terme entre nous, entre complices, on appelle ça une petite amanchure. Ceux qui sont québécois ici vont être d'accord avec nous, mais néanmoins, cette amanchure-là, elle est apparue dans nos vies il y a à peu près 25 ans, parce qu'on est des vrais comédiens formés. On a fait du théâtre, on a fait de la télé, un peu de cinéma, mais on a été un peu... Le hasard a voulu la vie a décidé ça, un petit peu aussi les comédiens doivent gagner leur vie. C'est comme ça que ça se fait. Puis, on se rend compte, donc, quand on se retrouve hier soir en train de discuter, que, mais bon sang, c'est un sujet qui anime une conversation. Tout le monde a quelque chose à dire. Oui, ça. Puis les gens, des fois, peuvent se choquer pour ça, s'engueuler. Non, puis moi, je prends pour ci, moi, je prends pour ça. Puis là, on peut facilement aussi se perdre dans les méandres de tout ça, ce que je suis peut-être en train de faire en ce moment. Mais aussi, tout à l'heure, je me disais aussi, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi la formation des comédiens donc, il y a 4 écoles de formation d'acteurs au Québec. Il y a 2 cégeps, Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse, puis il y a le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et l'École nationale. Et dans tous ces endroits-là, puis il y a aussi l'Université du Québec à Montréal qui est dans un programme théorique et un peu pratique, mais disons qu'il n'est pas tout à fait positionné là, comme les 4 autres écoles officielles. Puis donc, on nous apprend le français international. Moi, je nous trouvais bien bon, les Québécois, jusqu'au jour où des gens me fassent remarquer, par exemple, qu'un acteur britannique, dans sa formation, il doit apprendre au moins 4 ou 5 accents. Ouais. Alors, oui. Donc, mais on est quand même fiers au Québec de dire qu'on est capable de faire ça. On nous parle de français international. Moi, j'ai cherché à trouver des billets d'avion pour aller en internationali. J'ai jamais réussi. C'est qu'on est un petit peu, des fois, pris dans ces concepts-là. Qu'est-ce que c'est? Si on se parle entre quatre yeux avec des gens, on peut se dire, ben finalement, le français international, c'est un français qui essaye de s'orienter, de se coller sur le pouvoir linguistique, en fait, qui détient le pouvoir économique, linguistique, culturel, qui est la France. Mais en même temps, pas trop. Puis c'est vrai que des fois, quand on essaie de trop jouer au français, on se dit « Ah, ça fait franchouillard, c'est pas bon, il faut pas faire ça comme ça. » Puis donc, on doit apprendre à dire ça comme ça. On forme aussi, donc, des fois, des enfants. Essayez d'expliquer à un enfant comment faire du français international, vous. Puis c'est pour ça que ça ne m'étonnait pas tout à l'heure quand on voyait que dans Astro Boy, les enfants, oui, ils ont des cours de diction. Quand ils arrivent dans les cours, soit qu'ils parlent le français international comme ça, puis c'est vraiment pas naturel. Puis là, quand ils finissent par être un peu naturels, ben les nasales sortent. Je pense que ça explique Astro Boy. Donc, si on veut de la spontanéité, on perd un peu parce que... Puis c'est pas parce que ce sont des enfants... souvent d'immigrants français installés ici, on en connaît souvent des comme ça. On se dit, ah, lui, ses parents sont français, puis on l'entend parler dans la vie, il fait des « ans » comme ça. Il arrive au micro, puis c'est n'importe quoi. Parce qu'il fait des « ans », mais il fait petit. C'est pas plus facile pour eux, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de complexe, tout ça. Donc... est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, ça va. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu c'est ça, de vous parler pendant des heures de choses anecdotiques, peut-être pas toujours qui peuvent vous aider à ce point-là, on s'est dit que vous pourriez nous poser des questions, puis qu'on se ferait un plaisir d'y répondre, puis vous auriez vos praticiens, là.
Oui. Et moi, je suis l'assistante qui se promène avec le micro. Donc, c'est le temps de poser vos questions. Alors, oui. Bonjour, je suis Joanie. Donc, moi, j'ai une question, en fait, plus particulièrement pour Hélène, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous avez dit que vous avez reconnu un extrait comme étant québécois en fonction du rythme, et c'était très court comme extrait. Donc, je me demande, qu'est-ce qui fait, en fait, comment l'avez-vous reconnu? Qu'est-ce que vous... Ben, en fait, tu vois, j'ai eu faux à l'autre exemple, par contre. Donc, mon jugement n'est pas infaillible. Mais en fait, c'est que moi, j'ai l'impression de souvent bien reconnaître un doublage français d'un doublage québécois, parce que la différence, pour moi, va se trouver plus dans la spécificité culturelle de certains mots, comme on dira pas lycée, on va dire collège. Il y a plein d'expressions comme ça, le déjeuner dont tu parlais tout à l'heure et tout. Et puis, il y a aussi, selon moi, un rythme, une prosodie. Les Français parlent beaucoup plus rapidement aussi. Ils ont une maîtrise de la langue. Je pense que c'est plus dans la fluidité, la rapidité. Nous, c'est un petit peu plus posé, je crois. Puis c'est aussi au niveau des voix. Souvent, les voix féminines sont plus haut perchées. Ici, on va les avoir plus basses au départ. Fait que c'est à ce niveau-là que mon oreille, moi, me fait penser à ça. Merci. Oui, une autre question là. Alors, bonjour, je m'appelle Maxime. Vous nous avez parlé un peu de votre cheminement, puis je me demandais, dans le fond, si quelqu'un veut être juste doubleur, connaissez-vous des gens peut-être qui ont un parcours différent du vôtre? Il y a une école de doublage à Montréal. Bien, souvent, en fait, la problématique, c'est que pour être doubleur, selon l'Union des artistes sous lesquels notre syndicat, il faut être membre UDA. Être membre UDA, il faut avoir au moins travaillé pour ramasser des crédits et devenir membre. Donc, il faut avoir une certaine expérience de jeu. Il y a des doubleurs qui ne sont jamais passés par une école de théâtre, qui ont pris d'autres chemins, qui se sont retrouvés en doublage. Mais le cas le plus typique est évidemment le comédien qui aura été formé dans une école de théâtre et qui aura suivi ce chemin-là. Mais en même temps, c'est un métier... c'est assez fascinant. Il y a beaucoup de plaisir à faire ce métier-là comme comédienne, pas tant comme directrice de plateau. Mais c'est un métier très ludique, en fait. C'est de prendre aussi, c'est de se transformer, de prendre un rythme qui n'est pas le nôtre, d'essayer par plein de soucis, de détails, aller chercher sur quoi l'acteur original, lui, va fonder son émotion, la faire grandir, puis essayer de nous d'accoter ça, d'incarner sans jamais déborder, mais en étant tout à fait plus juste. Et aussi, on expérimente comme doubleur des trucs qu'on n'aurait pas fait comme comédien original. Alors moi, j'avais plutôt un emploi de mère, de sœur, alors j'aurais sûrement pas fait des jeunes premières comme comédienne en vrai, et j'aurais pas fait Tom Ritter non plus, parce que j'aurais pas été nécessairement castée pour ce genre de trucs-là. Voilà. Bonjour, je m'appelle Caroline. Moi, en fait, je me demandais, là, on a vu surtout des doublages à partir de versions originales anglaises. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait du doublage, par exemple, d'un film ou d'une série française doublée en français québécois? C'est une bonne question. Moi, j'ai vu l'inverse se faire. Je me rappelle, j'avais travaillé sur Les Filles de Caleb quand ils avaient fait la version pour la France. Mais Sophie Paquin. Sophie Paquin, oui. Mais je sais qu'il y a eu... Non, le cas Les Lavigueurs, je pense que c'est un film hollandais ou... C'est danois? Alors, il y a ce cas-là, mais... Lavigueur en vacances? Non. Lavigueur déménage. Oui, bien, il y en a eu un autre après, je pense, en vacances. Mais je pense que l'oreille du public québécois était plus habituée aussi à la prosodie française, que eux ils acceptent moins bien notre prosodie. Fait que je pense que souvent le produit québécois va être soit doublé ou soit sous-titré. Je ne sais pas si ma réponse est pertinente, mais vous vous rappelez Les Têtes à claques?
quand c'est passé. Puis Tête à claque, c'était peut-être un premier grand succès francophone qui a vraiment largement dépassé. Moi, j'ai des nièces en France, puis je leur apportais des Pop-Tarts. Elles en voulaient. Tout le monde a connu les Tête à claque. Puis ce que j'ai trouvé fabuleux, parce qu'il y a toute une dimension qu'on abordera peut-être un peu plus tard, c'est que c'est un marché. Et il y a des distributeurs, il y a des producteurs, il y a des directeurs de studios de post-production. On parle de sous ici. C'est pas tant le bon goût qui a sa place, mais c'est des gens aussi qui pensent pour d'autres avant, qui vont dépenser de l'argent. Puis pour moi, en fait, je ne sais pas si c'est ma propre réflexion ou je me suis inspiré d'autres que je disais, mais j'avais tellement entendu souvent qu'on ne pouvait pas vendre un produit québécois en France parce qu'ils ne nous comprendraient pas. Parce que si, parce que ça. Or, ils ont fait, grâce à fait l'Internet a permis de ne pas avoir tous ces filtres-là et tous ces gens qui disent leurs mots en amont. « Oh non, ça ne se dira pas. C'était envoyé tel quel, puis les gens ont trippé. Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons, c'est la même chose. Fait que je me dis toujours, il y a toute la dimension aussi que quand on dit ça ne peut pas se rendre, je pense que sans doute que le grand public est beaucoup plus ouvert qu'on le croit. Mais par rapport à ce que tu disais au marché, justement, c'est que nous, souvent, bien, toi, tu as posé la question économique, justement, c'est quoi, à qui on veut les vendre? Tout le marché de la télé qui est autre chose, parce que au niveau du cinéma, on ne peut pas vendre, nos films ne seront jamais exportés en France. Nos versions doublées. Nos versions doublées. Et ça sera toujours le doublage français qui va prévaloir là-bas parce qu'il y a eu une loi, je crois que c'est Charles de Gaulle qui a fait cette loi-là disant que le cinéma américain commençait à envahir la France, puis on dit, bien, au moins, on va faire travailler nos acteurs de chez nous. Cette loi-là prévaut toujours aujourd'hui. Et nous, on a fait beaucoup plus de séries télé, je pense, jusqu'aux années 80 à peu près. On a fait beaucoup de séries télé. On faisait presque pas de films salles. Ça, c'est un phénomène beaucoup plus récent, le film salle. Puis pour la télé, bien, on espérait vendre nos doublages. Ils se vendent assez souvent, régulièrement, les produits télé. Et donc, il faut correspondre aussi aux critères français. Donc. Et puis pour le cinéma, bien, on a espéré longtemps qu'on allait vendre aussi, que le Québec allait faire une loi sur le doublage, une loi miroir qu'on appelait la réciprocité. Bien, vous nous envoyez vos produits et on vous envoie les nôtres. Même, je pense que René Lévesque avait essayé de négocier une loi avec, je me souviens plus, c'était le ministre de la Culture, je ne sais plus de cette époque-là. Et finalement, ils ont fait un troc avec la pêche à la morue. C'est la pêche à la morue qui l'a emporté. Et le doublage a été oublié. Et il y a eu plein de gouvernements comme ça à qui, nous, on est même allé porter une pétition à l'Assemblée nationale. Puis on vient de faire le constat, à peu près dans les années 2005, que non, nos doublages ne seront jamais vendus et qu'on devrait se l'approprier. De là est venue la campagne « On veut s'entendre ». Et petit à petit, je pense que probablement que les choses vont changer à partir du moment où on va se dire, bien, on prend nos doublages en main pour s'adresser au public d'ici, parce que dans le cinéma, il n'y a aucune raison qu'on les fasse à ce point dans un français édulcoré. Là, on devrait un peu plus se l'approprier. D'accord. Et sur cette même lancée, merci en passant. Je me perds un peu là, dans mes idées. Oui, en fait, c'est la forme que le doublage va prendre. La comparaison, par exemple, de la version originale anglophone à la version québécoise ou version française. Mais, par exemple, dans la même langue en français, parce que là, c'est pas autant de traduction que de passer de l'anglais au français, mais je me demandais sur quoi là, va se baser pas les différences, mais comment va changer la version? Parce qu'en fait, c'est quand même la même langue. Tantôt, vous disiez, les Français, ils vont pas nous comprendre ou quoi que ce soit, mais je pense que oui, un minimum. Mais là, en tout cas, ma question semble assez large. Je me perds clairement dans mes idées, mais en fait, juste comment va ressembler un doublage? Est-ce qu'on peut appeler ça un doublage quand c'est de même langue, comme par exemple du français québécois à français de France, où là on parlerait plus d'adaptation ou de traduction intralinguistique? Mais non, doublage. Mettons. Oui. Je pense que la post-synchronisation, c'est vraiment quand on a tourné dans sa langue et puis que
pour des questions techniques de son, de qualité de son, on doit retourner en studio. Par exemple, on a tourné une scène à l'extérieur, la caméra était très loin, le son est très mauvais, il ventait. On s'en retourne en studio après, puis on refait soi-même sa voix. Ouais. Ou alors, pour faire la version française aussi, une comédienne aura travaillé en anglais et elle va se faire pour la version française. Ça, on a fait une série dernièrement avec ce genre de... On a repris les comédiens originales. C'était très intéressant d'ailleurs, parce que c'était beaucoup plus incarné avec les comédiens originales, parce que c'est une série en plus qu'on a faite en québécois. Donc, les comédiens originaux qui avaient le jeu, ils avaient la mémoire de leur corps, donc arrivaient en studio et reproduisaient très facilement. Et on avait autour de ça, tous les autres personnages, c'était des comédiens doubleurs et qui ne sont pas habitués de travailler en québécois. Parce que c'est vraiment une nouvelle commande qu'on leur faisait. En tout cas, on n'a pas de temps l'habitude. Et il y avait un moment où ils devaient s'adapter un peu plus à la situation et c'était pas aussi facile que les comédies originaux. Pendant que j'amène le micro, je pourrais peut-être poser une question en lien avec ça. On avait vu tantôt le doublage donc des hauts et des bas de Sophie Paquin pour la France. Et est-ce que ça existe dans l'autre direction? Est-ce qu'il y aurait des séries françaises qui seraient doublées au Québec? Non, je ne pense pas. Pas à notre connaissance. Il faudrait peut-être fouiller. Ouais, non, je ne pense pas. Donc, voilà ici. Bonjour, je m'appelle Anne-Alexandre. En fait, je ne connais pas beaucoup le milieu, alors j'espère que ma question va vous intéresser. Ce que j'aimerais savoir, c'est, je ne sais pas si ça rentre dans la loi de la réciprocité dont vous avez parlé, mais est-ce que ce serait possible pour l'UDA de faire un partenariat avec le Canada anglais, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour faire en sorte que tout ce qui est produit en anglais au Canada soit seulement doublé par des doubleurs de chez nous? Bien, ça serait c'est une très bonne question. Puis en fait, c'est un phénomène qui serait très légitime. Je pense qu'il y a eu des représentations au gouvernement parce qu'en plus, le fédéral subventionne beaucoup de productions originales en anglais. Donc, je pense qu'il y a un fonds pour le doublage, mais puis il y a les crédits d'impôt aussi dont les producteurs peuvent se prévaloir. Mais on pourrait effectivement jouer un peu plus cette carte-là, mais ça, il faudrait travailler plus avec le fédéral. Tout ce qui est au niveau du cinéma, c'est provincial, c'est de compétences provinciales, et tout ce qui est télévision, c'est de compétences fédérales. OK. Mais il y a beaucoup de cas où ça ne s'est pas fait, puis c'est plutôt scandaleux. Il y a eu le cas de l'auteur anglophone. Ils ont fait une série sur lui. Pas Richler, non? Oui. Pas de Richler. Ils ont fait une série sur Richler et ça a été doublé en France et ça se passait dans un petit quartier à Montréal. Bien, exactement, c'est un peu poche. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'UDA travaille actuellement ou... Bien, ça, c'est toute la dimension politique du dossier, la défense d'un marché. Mais je pense, moi, personnellement, je pense que le vrai combat, il est là. Parce que si on parle de ce Canada, des gens qui contribuent à payer leurs taxes pour des produits d'ici et d'une réalité d'ici qui, chez les traducteurs, en fait, nous, on dit plutôt adaptateurs, c'est le mot plutôt consacré là, quand on parle de la traduction en doublage. Selon moi, c'est vraiment la voie à prendre, mais comme dit Hélène, c'est compliqué. Quand on parle de séries, par exemple, il faut penser que quand les gens vont présenter des séries dans des festivals à l'international, des marchés, le MIDEM, ou en tout cas, ils arrivent avec beaucoup de documents, beaucoup d'émissions dans leur valise, puis ils essaient de vendre ça avec « Ah, je vais te vendre telle émission, mais si tu m'achètes telle émission... » Et là, l'acheteur qui va être français va dire « Mais je te fais ton doublage, par exemple. » Il y a des tractations. Oui, puis il y a l'achat des licences aussi. Il y a des diffuseurs français qui vont acheter la licence pour ce produit-là. Donc, ils vont avoir priorité sur le doublage aussi. Je ne connais pas tous les mécanismes, là, mais c'est J'ai une dernière question. Je ne sais pas si elle s'adresse particulièrement aux doubleurs ou à d'autres personnes, mais en fait, j'ai un peu de misère avec l'utilisation du français international dans le doublage, puisque on sait que de toute façon, le doublage qui est fait ici au Québec ne pourra pas se rendre en Europe de toute façon. Donc, je me demandais, qui est-ce que ça atteint d'autres? Tu sais, on fait un français international parce qu'on veut l'envoyer. Bien, en fait, on sait qu'il s'adresse à notre marché local. Puis le doublage, ça va être surtout en région parce que
il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Chez les jeunes, c'est de moins en moins vrai, probablement. Mais en fait, Pourquoi en international? pourquoi en international? C'est ça. Je pense que c'est une façon de faire. Puis je pense qu'on tend de plus en plus à quand on arrive avec des textes en studio, ils sont écrits de façon à l'international, dans un français neutre comme ça. Nous, notre travail comme directeur de plateau, c'est souvent de le rendre plus parlé en enlevant les négations. Idiomatique. Oui, c'est ça. Donc, mais je pense que les mentalités vont changer tranquillement, de plus en plus. Je sais qu'il y a des films, surtout dans les films d'action, vous remarquerez, il y a vraiment des termes qui sont très pauvres dans la langue neutre, là. Les Français vont utiliser « va te faire foutre »,« putain Ouais, cradingue. Cradingue. Alors que en anglais, il y aurait le fuck. Qu'est-ce qu'on dirait au Québec? Tu me fais chier plutôt que va chier plutôt que va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi comme expression? Parce que Hélène et moi, pour la petite histoire, on dirige une série policière, puis on est aux prises avec ça. Il a dit « you fucking this and you fucking do it », puis adverbe, adjectif, une phrase longue comme ça, puis comment on fait pour mettre ça en québécois? Puis on s'est rendu compte que on manquait de gros mots dans le fameux français international. Ouais. Pour ça, on a à court au bout d'un moment. Puis en plus, des fois, on a des clients, le distributeur, censeur, qui nous dit « il y a trop de merde, dites pas trop merde ». Mais on dit « moi, ils ont dit 25 fois « fuck » dans les 4 premières minutes du film. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce qu'on est aux prises aussi avec cette réalité-là. Mais moi, j'ai juste le goût de rebondir sur le québécois en doublage. Moi, j'aime beaucoup faire du québécois en doublage. Je trouve que moi, je comprends pas nos camarades que quand on leur dit « fais-le en québécois » qui savent pas quoi faire, les bras m'en tombent un petit peu parce que je trouve que quand on travaille en québécois, tout à coup, la boîte à outils du comédien vient de se tripler en volume, puis on a accès à plein d'outils. Cependant, la difficulté du texte en québécois, je pense, c'est que autant le français international vous permet d'écrire des trucs qui sont parfois alambiqués, qui vous permettent de faire une petite pirouette, un grand écart, parce qu'en anglais, l'anglais américain est très créatif, il invente plein de choses, des néologismes. Et donc, en français international, dans la manchure du français international, ça peut passer. Les gens sont habitués, comme vous parliez tout à l'heure, même de la surutilisation des nœuds. Là. Moi, je trouve, c'est un peu une critique que je fais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui mettent des nœuds dans des phrases alors que personne ne dit ça dans la vie, nulle part dans la francophonie. Mais bon, ça peut passer, cette manchure-là. Les gens sont habitués, ils l'entendent depuis 40 ans. Mais en québécois, levez-vous de bonne heure pour écrire un texte, par exemple. Parce que là, on est dans la justesse. On le sait tous, les Québécois... des universitaires qui sont capables de faire de disséquer le squelette, puis ils savent exactement ce que c'est, mais même une personne, juste dans son intuition, se dit « non, on ne dit pas ça de même ». Donc, quand on entre dans le québécois, Hélène et moi, par exemple, on dirige American Dad, la série, je ne sais pas si vous la connaissez, en québécois. Hey, on travaille fort des fois. Parce qu'on a des textes qu'on trouve pas satisfaisants, puis qu'on doit traduire au fur et à mesure en studio. Puis même quand on a un très bon adaptateur qui va quand même nous jeter une très bonne base, mais ça reste une formulation écrite, et l'acteur, lui, il doit se le mettre en bouche et il doit le dire, et c'est souvent pas évident. Même à partir du moment où on travaille avec une très bonne adaptation. Mais je voulais juste rajouter avec ce que je disais tout à l'heure sur le fuck, d'autres expressions, trou de cul plutôt que trou duc ou trou du cul. On les emploie de plus en plus. On essaie d'en passer. On essaie de faire passer cette idée-là de plus en plus. Puis il y a de plus en plus de demandes de certains clients à cet effet-là. Fait que probablement que c'est une façon de faire changer la mentalité tranquillement. Puis il y a des man aussi. Oui, des man. Man, quoi d'autre? Yo. Yo, man. Etc. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Non, c'est ça. On est un peu à court. Avez-vous des idées? Aidez-nous au secours. Oui, bonjour. En fait, je vais vous poser une question au nom d'une personne qui nous suit depuis le Yukon. Donc, Angélique Bernard, qui vous dit bonjour. Elle aimerait savoir, lors d'un doublage, avez-vous déjà modifié les termes qui avaient été traduits différemment par des traducteurs ou traductrices? Avez-vous votre mot à dire sur les termes utilisés?
Oh mon Dieu, oui. Souvent. On s'est mis la tête sur le bio souvent. Oui, oui. Des fois, ça nous met un petit peu dans des situations embarrassantes, mais oui. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va proposer quand même aux clients ou aux studios de doublage leur version à eux Tel que demandé. tel que qu'écrite, demandé. ouais. Mais nous, on va faire œuvre de créativité un peu, puis on va offrir autre chose. Alors, ils auront le choix, mais souvent, notre version reste aussi. On appelle ça faire une piste alternative, c'est dans les leçons. Une track en bon français, là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'anglais dans nos termes. Mais donc, une piste qui est la nôtre qu'on met en premier quand ils vont l'écouter. Puis là, ils sont dans un studio avec le client en train de l'écouter, puis ils font... Nous, la part du temps, ce qu'on met là, on se dit le client, habituellement, il va pas relever. Mais si c'est quelqu'un d'un petit peu plus, disons, Rigide. Psychorigide, ben là, ils font « Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit là? » Puis là, la personne qui est au son a fait « Ah, j'ai une alternative. Ah, » Puis là, ils entendent la version qu'ils ont voulu faire. Puis tout est réglé. Comme si on n'a pas trop causé de commotion, mais c'est ça. Bonjour, Louis Jolicoeur, prof de traduction ici. En fait, vous venez de répondre un peu à ma question. C'était ça ma question. Mais j'ai peut-être une autre question à côté. Quel genre de collaboration vous avez avec les traducteurs? Parce que finalement, vous mettez ce que le traducteur a écrit en bouche, et puis là, vous allez voir effectivement des choses qui marchent moins bien, que le traducteur n'avait peut-être pas envisagé, et tout ça. Est-ce que le traducteur a son copyright sur sa traduction? Dans quelle mesure vous pouvez altérer un document pour lequel il est payé et qui porte son nom? Note au traducteur qui voudrait s'en aller en doublage. Si c'est très important pour vous, les copyrights, faites pas ça. Oui, c'est ce que je pense. Mais je voulais le moins d'égo possible. Donc, vous travaillez en collaboration un peu, par exemple, comme un metteur en scène va travailler le texte, il va peut-être aussi des fois carrément le modifier parce que la scène s'y prête pas ou parce qu'il faut adapter des choses. En fait, je pense que les délais de production rendent tout ça un peu difficile. On essaie quand même d'avoir des fois, je sais qu'il y a certains studios qui instaurent ça, des réunions pré-production où on va rencontrer les adaptateurs, mais c'est assez rare encore, mais ça s'en vient de plus en plus. Puis là, où on peut à peu près tous parler le même langage parce qu'on se donne à peu près les mêmes buts, puis on sait dans quelle direction on va. Mais malheureusement, faire un doublage de film, c'est aussi un rapport au temps qui est très, très restreint. Un adaptateur va avoir peut-être 2 semaines pour faire une adaptation avec plein de difficultés. Lui, il a des spécificités techniques là, vraiment compliquées, faire la synchronicité, les labiales qu'il doit faire, mais en même temps garder le sens de ce qui est dit, mais souvent faire des petites pirouettes, changer le sens un peu, tricher un peu pour... Alors, souvent, nous, même avec un texte qui a été fait à la meilleure connaissance de l'adaptateur, puis avec un adaptateur qui est très, très bon, mais en studio, on va le voir tout de suite quand un acteur n'est pas capable de dire une ligne ou quand le comédien ne comprend pas ce qu'il dit non plus, parce que des fois, on va inverser le sens, la syntaxe de la phrase pour que ça soit synchro. Donc, cet élément-là qui fait que nous, ben, on a, sans trop de considération, sans appeler l'adaptateur, on va changer les trucs. Mais ça se passe assez bien généralement. Évidemment, c'est à peu près ça le contexte. C'est autre chose à dire? Oui, bonjour, mon nom est Samuel. Pour revenir au point que vous avez tous les deux soulevé par rapport à la loi sur le cinéma, ou l'article 83 qui parle du doublage, qui parle d'une version en français et non d'une version en français au Québec. Je me demande si la question est partiellement politico-juridique, mais également il y a un volet de la même question, du moins selon ma compréhension de profane, dans le doublage, qui serait un peu plus large que ça, relatif aux questions que... Luc, je ne sais pas comment ça se prononce, votre nom de famille? À vous. Mon nom? De famille, oui. Stigui. Stigui. Oui, que Luc Stigui a soulevé. Peut-être qu'il y a... y a-t-il, selon vous, des aspects sociaux, des effets de perception qui sont, comme l'autre face de la médaille politico-juridique, de la même question concernant le doublage québécois? Est-ce que c'est clair ma question? Ou, je ne suis pas sûr de complètement comprendre. OK. Bref. Je réessaye. Vous avez évoqué qu'il y a un volet juridique, politique, concernant
le doublage québécois, qu'il y a La loi miroir, là, c'est ça? une loi française, apparemment, je parle en préférence à cause de ça, là, qui dit qu'il faut que les doublages en France soient faits en France. Et l'article pertinent, l'article 83 de la loi sur le cinéma au Québec, ne dit pas la même chose. Ça dit juste en français, ça dit pas en français du Québec ou au Québec. Non. Est-ce que le problème, est-ce que l'enjeu que ça soulève est, est-ce qu'on pourrait dire que c'est également une question sociale, une question de perception et non seulement une question qui se limite ou essentiellement aux aspects politico-juridiques qui existent tout de même? Bien, je pense qu'effectivement, la question, elle a été débattue. La fameuse loi de la ministre Bacon, à l'époque. Oui, qui était la loi des 45 jours. La loi des 45 jours. Jusqu'à présent, le politique a toujours réussi à trouver des solutions un peu politiques sans trop s'engager dans des questions culturelles. Ça, c'est effectivement... ça, c'est clair que personne s'est mouillé là-dessus parce que je pense que c'est un terrain assez glissant. Parce qu'on peut vite, je pense, se perdre là-dedans. Mais puis effectivement, il y a des gens qui ont essayé de militer pour aller un peu plus loin il suffit d'aller à des réunions de l'Union des artistes, qu'ils appellent des sectoriels, c'est-à-dire le secteur des comédiens qui travaillent en doublage. Et puis les gens, ils veulent beaucoup, sont un peu drapés dans les grands principes, dans les culturels. Mais souvent, on se heurte dès qu'il y a des décisions à prendre à quelque chose de bassement juridique ou politique, puis pas trop ça. Donner un petit peu... En fait, c'est ça. Puis tout ce mouvement-là, on veut s'entendre. La loi des 45 jours est venue à partir justement du mécontentement du milieu qui voulait avoir des doublages faits au Québec. Et la loi des 45 jours, ce que Mme Bacon a trouvé, c'est qu'elle réduisait le temps où un film devait être en salle en anglais à 45 jours. Avant, je pense que c'était 3 mois ou 2 mois. Elle le réduisait à 45 jours, qui faisait que les Français, n'ayant pas la même possibilité à cause des trucs techniques de douane et tout, eux prenaient 3 mois à sortir un doublage. Alors que nous, en le faisant en 45 jours, on était capable, parce qu'on est un marché domestique, tout près des États-Unis, on était capable donc de livrer le produit. Mais là, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui changent. Les supports numériques font en sorte aussi que cette loi des 45 jours ne suffira plus parce que le téléchargement, toutes ces choses-là ne garantiront plus la provenance du doublage. Et donc, c'est un peu une industrie en péril aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ben, en partie. Je pourrais en dire autre chose, mais je vais en passer. Merci à tous les deux. J'ai vu 3 autres questions, donc je vais essayer de respecter l'ordre. Et ici, 4 questions qui proviennent d'une même personne. Bonjour, je suis toujours Joanie. Donc, ma première question. Tantôt, c'est Benoît, en fait, qui a parlé qu'il avait travaillé sur le doublage ou l'adaptation des Filles de Caleb en France. C'est ça? Oui. OK. Donc, je me questionnais, en travaillant d'un produit du Québec vers la France versus un produit américain vers ici, un anglais vers le français, qu'est-ce qui a changé? Sur quoi avez-vous travaillé précisément pour l'adapter? Puis, quels sont exactement qu'est-ce que vous avez modifié, en fait? Ça fait déjà un petit moment. Puis, à l'époque, c'était comme comédien, là, je ne dirigeais pas. Mais ça aussi, on était beaucoup dans la subjectivité, ce que quelqu'un estime être compris instantanément par des Français. Puis on était dans la dentelle. C'était pas très, c'était pas toujours évident ce qu'il fallait faire. Mais bon, s'il y avait des mouets, quelqu'un allait dire plus moi. Donc c'était des Québécois. Rapport à ça, bon ben, on dirait pas rapport. Ça dépendait aussi des personnages là. Ouais, mais on est vraiment dans des petites nuances. Puis je ne crois pas qu'on est dans la totale objectivité non plus. Hein. Ton opinion vaut la mienne, puis c'est un petit peu une aventure. Parce que vous étiez, dans le fond, des Québécois qui travaillaient sur l'adaptation à présenter aux Français. Oui, c'est une équipe, c'est ça. Mais puis là, il faut se dire aussi que dans ces processus-là, il y a évidemment celui qu'on appelle le client. On le voit des fois de façon un peu péjorative, mais qu'on ne voit jamais, ou des fois qu'on aperçoit, mais qui va quand même, lui, valider ce qu'on lui envoie. Les adaptateurs vont travailler sur des textes, puis « Ah, j'aime pas ça.
non, ça, tu vas enlever ça. Puis souvent, les clients, c'est complètement subjectif. Moi, je me rappelle, on travaillait sur un truc en québécois, puis la cliente, elle n'aimait pas ça. Quand tu étais petite, elle n'avait pas le droit de dire maudit. Faites une adaptation, puis enlevez en québécois. Parlez, puis enlevez maudit. T'as maudite ici, t'as maudite. Puis sa seule raison, c'est parce qu'elle n'aimait pas ça, elle. Elle avait été bien élevée. Elle a privé un public, tu sais, parce qu'elle avait un problème avec ça. C'était vraiment un sacre pour elle. Donc, ça, je veux dire, de cette subjectivité-là. Mais donc, puis une fois que le client fait ça, bien là, on renvoie ça à l'adaptateur, qui lui, bien, il faut que ça rentre. Qui est pogné avec, c'est ça. Bon, puis on essaie de faire avec ça. Finalement, on finit par s'arranger. Deuxième question. On parlait, en fait, tantôt, vous parliez de doublage que vous faites en québécois. Je me demandais, en fait, si le doublage fait en québécois est plus présent dans les téléséries, dans les séries, téléréalités peut-être? Oui. Ou, mais même pas, parce que même dans les téléréalités, c'est fait avec une espèce d'accent plus que neutre. Là. Ouais. Moi, j'ai ma petite théorie, je n'ai parlé, Christine me l'a validé. Moi, j'appelle ça de l'hypercorrectisme. Là, si vous regardez toutes les chaînes spécialisées, nous, on travaille comme comédiens. Love It or List It, Hélène le dirige. Moi, je fais David, là, en tout cas. Mais c'est une espèce d'émission, là, des émissions d'insomniaque. Je sais pas, quand tu n'as pas de vie, une peine d'amour, je sais pas. Quand ta vie va pas bien, tu écoutes ça. Puis c'est toujours pareil, c'est fait dans des formats. C'est toujours monté pareil, c'est de la musique cheap, mais ça marche. Puis ces gens-là, ils se cooptent entre eux, ils se visitent d'une émission à l'autre. Puis c'est une espèce des trucs faits pas cher, mais qui finissent quand même malgré tout par enrichir les gens qui font ça, qui sont producteurs et participants à leurs émissions. Mais tout ça pour dire que le français dans lequel c'est fait en surimpression vocale, qui a souvent l'air un petit peu de mauvaise pub qui passe tard d'infopub, parce qu'ils en principe, en surimpression vocale, le principe général, c'est on doit entendre la version originale et on laisse démarrer l'intervenant 1 ou 2 secondes, et là, on entend la voix française par-dessus. On diminue un peu le son en anglais, mais on perçoit quand même un murmure original. Et l'acteur en français, la voix française, s'interrompt pour qu'on entende la fin en anglais. Mais là, c'est plus comme ça du tout depuis que le TGV des reality shows est arrivé dans le domaine, dans le milieu. Maintenant, ce qu'ils font paresseusement, la plupart des endroits, on écrase le son français puis on te met le son anglais, puis on te met du français mur à mur, un à l'autre. Ça a l'air du très mauvais doublage, en fait. Puis écoutez-le, pensez à moi, écoutez-les, là, si on se fait diriger, puis moi, le phonéticien en moi, mon pseudo-linguiste, là, on se fait dire, non, Benoît, on dit pas 4 maisons, on dit 4 maisons. Et cette maison coûte, quand on fait des trucs sur l'immobilier, elle vaut 1 400 000 $, parce que 400 000, c'est vulgaire. Hein? C'est très, très vulgaire de dire ça pour les gens dans ce milieu-là. Puis on est surveillé de toutes parts. Puis moi, je trouve que c'est problématique parce qu'on est en train on montre une version toute rigide du français qui n'est pas souple. Puis c'est nos complexes de Québécois. On pense qu'on ne parle pas bien, que c'est juste les Québécois qui disent 400. C'est pas vrai. C'est une méconnaissance. C'est une linguistique. Puis je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour ça. Appeler des émissions. Plaignez-vous. Bien, justement, ça répondait un peu à ma troisième question, là, parce que tantôt, je remarque que vous disiez que vous insériez des mots un peu... en fait, que vous arriviez à faire passer du lexique qui était plus propre au français québécois. Mais je me demandais si, justement, l'ouverture était pas ouverte, finalement, du point de vue phonétique, parce qu'en tant que tel, comme on l'a vu tantôt avec la présentation... je me souviens même plus laquelle présentation, mais on parlait de phonèmes. Puis, justement, on voyait qu'il y avait seulement un qui revenait, en fait, qui était plutôt prononcé comme les Québécois le prononcent, mais que les autres étaient français. Oui, c'est ça. Ce que vous avez dit, j'ai pas compris, mais oui. Donc, je me demandais juste si l'ouverture était un petit peu présente pour les changements phonétiques ou pas du tout dans vos doublages. Bien, je pense que petit à petit, ça va se faire. Mais il y a déjà... Le doublage a été fait à Montréal par des Français. C'est une arrivée massive de Français qui sont arrivés comme directeurs de plateau, comme comédiens. Ça a formé des Québécois qui sont tenus beaucoup à la formation qu'ils avaient eue par ces maîtres-là. Là. Et par souci de vendre nos produits, on s'est longtemps, je pense... pas mis à plat ventre, mais on a accepté cette convention-là. Maintenant, je pense qu'on est capable un peu plus... La série qu'on vient de faire, nous, ça se passe à Montréal.
tout ce qui se passe à Montréal avec des motards et tout, ça marche très bien. Il y a d'autres moments où ça se passe moins bien aussi, là, parce que tout à coup, il y a des trucs qui se passent à New York, fait qu'on ne peut pas parler québécois à New York. Je ne sais pas, c'est pas évident. Je ne sais pas, justement, moi, c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez étudié le cas de Disappearance, une série qui vient de sortir à Canal+. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une série qui a été écrite par 2 Québécois. Je me souviens, je sais qu'il y avait Normand Dano, je crois, un des comédiens, puis une collègue. Ils ont écrit ce texte-là en québécois. La série a été réécrite en anglais parce que Radio-Canada n'a pas voulu diffuser. Alors, ils ont écrit, refait le scénario en anglais et ça a été doublé au Québec. Mais là, avec Micheline Langto, Kevin Parent. Donc, mais c'est ces acteurs-là même qui se sont doublés. Et à côté de ça, on a voulu faire une espèce de semblant québécois, mais ça chevauche le français international. Donc, c'est pas tout à fait assumé. Je pense qu'il y a une première version qui a été faite un peu plus québécois, mais le client est revenu, a eu peur. A dit non, il faut, on enlève ça, on enlève du québécois, on essaie d'aplanir tout ça, ce qui donne un résultat peut-être un peu bâtard. Les critiques ont été très mauvaises. On a dit que le projet était finalement assez raboteux dans le produit final à cause du doublage. Donc, je ne sais pas, moi, je viens d'une école, il y a différentes écoles. Moi, j'aime mieux ne pas entendre trop un doublage. Je trouve qu'on sert plus l'œuvre, qu'on va être plus concentré sur ce qui se passe à l'écran, sur l'œuvre elle-même. Mais j'aimerais entendre un peu plus justement du lexique qui me ressemble le plus. Mais au niveau de l'accent, je ne sais pas si un film doublé qui se passe un film qui se passerait à Paris, un film américain qui serait à Paris, doublé en québécois, je ne pense pas que ça serait... Mais moi, c'est peut-être aussi les a priori que j'ai, puis là où j'en suis dans ma vie aussi comme doubleuse. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté de changer un peu en tout cas de s'adapter. Puis avant, parce que c'est vrai aussi qu'on peut revendiquer ça aussi, mais il y a quand même des avantages à une forme de neutralité. C'est un mot un peu plate, mais c'est vrai que parfois, Hélène, ce qu'elle disait, c'est que dans une histoire, quand la cliente, elle a décidé qu'on le faisait en québécois, bien, elle n'a pas pensé que le personnage principal allait se retrouver au Colorado, dans une prison au Colorado, puis que des co-détenus allaient lui parler, puis le directeur de la prison allait lui parler. Ah, c'est drôle, il parle québécois. Tu sais, Puis là, je pense qu'il n'y a pas de solution immédiate à ça. Non. Mais elle n'y a pas réfléchi longtemps. Puis c'est pour ça qu'elle a dit après, ah non, finalement, lui, on ne le fera pas en français, on ne le fera pas en québécois. Dans quelle mesure, si ce gardien de prison en Californie parle français international, mais il parle français en principe... avec un accent comme ça. Oui, les fois, nous demandaient de la faire parler comme ça. Avec un accent du Sud. Moi, ma solution à moi, ça aurait été de sous-titrer tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe à Montréal, on le faisait en québécois, puis tout ce qui se passe à l'étranger, on l'aurait sous-titré. Parce que les personnages parlent anglais, qu'ils soient québécois. Alors, ça aurait pu être une solution. Mais ça, c'est des incohérences qui tout à coup ressurgissent puis qui font qu'il n'y aura pas d'unité non plus. Là, il y a un tenancier de bar qui est italien dans la série. Non, mais la série, nommez-les, ils l'écouteront, vous en serez juge vous-même. Elle va sortir bientôt. Je ne la nommerai pas. Non, tu peux pas. Vous devinerez alors. Mais ce tenancier de bar-là se met... Là, la cliente, elle a paniqué, elle le trouvait trop québécois. Il l'était, effectivement. Alors, tout à coup, il devient franchouillard. Il vient presque de Marseille. Alors, bon, ça, c'est une incohérence. Et tout à coup, je trouve que c'est des détails qui font décrocher aussi, probablement. Puis l'unité de langage est importante, l'unité d'accent. Puis on peut la perdre à cause de ça. C'est vrai que les incohérences... pour avoir regardé quelque chose. Bref, oui, je suis d'accord. Rappelez-vous, à manchure. Hein? C'est de la manchure. Ma dernière question s'adresse passablement à tout le monde. En fait, première chose pour Caroline, j'ai pas tellement remarqué tantôt si au niveau des traits du français québécois, dans ce que vous avez présenté, s'il était plus présent dans les comédies plutôt que dans les autres types de films, ou est-ce que vous aviez regardé ça? Ou... non, mais je pense qu'on avait regardé, Christine, tu me corrigeras, dans les films d'animation, ça passait mieux, l'accent québécois, parce que c'est pas une vraie personne, là, c'est un personnage. Donc ça semblait être plus accepté. Mais dans les comédies en tant que telles, il n'y avait pas... OK. Parce que ça, c'est, je me questionne. Oui, allez-y. Oui, il y a des résultats là, que je n'ai pas évoqués ici.
De fait, si on regarde uniquement les doublages québécois des 11 films que l'on a, oui, il y a des inégalités selon le type de genre, selon que c'est un suspense, un film d'animation ou une comédie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de traits typiques québécois, il y en a même, c'est très marginal, mais quand il y en a un peu plus, il y en a peut-être un peu plus dans les films d'animation qu'il y en a, par exemple, dans les suspenses. Oui, mais en fait, ces pourcentages qui sont légers, je ne suis pas certain qu'une fois qu'ils seront soumis à l'analyse inférentielle, il va y avoir des différences significatives. C'est-à-dire que si on se limite uniquement au taux, on en voit. Mais vous avez vu qu'à partir des scores que j'ai présentés, c'est quand même, on joue dans l'ordre du 5 ou 6 de ces traits typiques sur une possibilité de 100 là, on s'entend bien. Alors, en fait, si on s'ajoute de 1 ou 2 dans la catégorie suspense, dans la catégorie, par exemple, animation, par rapport à... c'est pas grand-chose. Et puis, en fait, la deuxième question, c'est ce qui intéresse Caroline. Est-ce qu'ils sont entendus? Caroline l'a bien dit. On en entend, mais ils sont tellement peu présents en quantité que finalement, on risque de ne pas les entendre. Il faut quand même aussi oublier que l'affrication, on va prendre les petits et les tus, ce n'est pas que l'apanage des Québécois. On dira, les transcripteurs en ont relevé chez des doubleurs français. Surtout que les sourdes, je pense. Surtout que les sourdes. Alors, en conséquence, ces différences-là ne sont pas très présentes. On verra au juste à l'analyse inférentielle si quand même on peut parler de tendance selon le genre de film. D'accord. Parce que justement, par rapport aux comédies, je me demandais si c'était plus difficile à doubler parce que le doublage ne rend pas nécessairement service à la comédie. On va perdre une certaine essence. Puis justement, si pour être capable de rendre service à la comédie, si on ne devrait pas conserver un peu plus de traits propre à la langue des personnes qui vont le recevoir. Donc, en tout cas, je m'interrogeais, en fait, justement, c'est ça, sur la comédie, si on ressentait qu'il y avait une différence dans la perception par rapport à une version, un autre type de film. Mais je pense que les doubleurs québécois vont plutôt, à ce titre, prendre le lexique à témoin, justement, pour souligner peut-être les différences de genre. Mais là encore, l'étude... devrait le montrer. Mais pour le moment, pour les traits phonétiques, comme vous avez vu, là, je veux dire, il n'y a pas, pour l'heure, en tout cas, jusqu'à mieux informer, de grandes conclusions, de grandes différences. Mais j'aimerais peut-être ajouter quelque chose, si vous me permettez. C'est lorsqu'on parle, en fin de compte, c'est vrai que c'est vraiment très québécois de s'imaginer, de s'entendre sur les lèvres d'un comédien ou d'une actrice ou d'un acteur américain qu'on connaît bien, et dont on sait qu'ils parlent l'anglais. Mais dans ce que Christine et moi avons écrit jusqu'à présent, c'est qu'on a dit que les Français, eux, ne se gênent pas pour leur mettre en bouche de l'argot français qui, en principe, émaille plutôt le langage des banlieues parisiennes pour justement chercher l'équivalence stylistique avec la version américaine. Il semble, pour ma part, qu'au Québec, on est encore un petit peu coincé sur ce plan-là. On a du mal à dire... Mais c'est le grand tort du doublage, c'est sûr. C'est de devoir situer dans notre propre langue des choses qui se passent dans d'autres pays. On le voit bien géographiquement, là. C'est ça le problème. Et je veux dire, sur ce plan, Hélène, vous avez raison quand vous dites que lorsque ça serait trop dénaturé, on devrait plutôt, à ce moment-là, utiliser des fois des sous-titres. Sous-titrage. Mais il semble que les Québécois, en fin de compte, aient un petit peu plus de difficultés que les Français. Sur ce plan-là, le Français, je veux dire, ils imposent leur façon, leur français familier de tous les jours, le mettent en bouche carrément par Bruce Willis. C'est ce qu'on fait, en fin de compte. Donc, pour eux, Bruce Willis parlant en argot, c'est pas gênant. Nous autres, Bruce Willis parlant à la façon d'un Québécois, ça l'est. Et ça, on entre profondément dans des questions d'insécurité linguistique qui regardent une population en entier et qui, en fin de compte, est variable en fonction des individus et puis qui est peut-être aussi variable. Puis, comme vous avez mis bien en évidence, qu'il s'agit souvent des cas d'individus qui décident
est-ce que c'est la population québécoise qui présente des problèmes d'insécurité linguistique ou c'est pas les individus qui ont des postes de clés qui en ont peut-être un peu plus que les autres? Parce que l'insécurité linguistique, on en a encore beaucoup moins si on compte que nos films québécois présentent l'ensemble maintenant des registres québécois, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Là. Je veux dire, les gens y allaient sur le bout des pieds. On se souvient, en fin de compte, quand certains écrivains ont écrit en joual, quand Tremblay a fait son théâtre dans la langue de la population qu'il décrivait bien, je veux dire, il y a eu des tollés, mais maintenant, je veux dire, c'est impensable de le faire autrement. On le célèbre maintenant. On le célèbre maintenant. Il a été traduit dans plusieurs langues et probablement dans les langues populaires, dans les langues familières de chacune de ces langues. Alors, je pense qu'il reste quand même qu'au Québec, on est encore un petit peu mal à l'aise avec cette idée-là. C'est ça que je voulais ajouter. Moi, j'ai juste le goût de rajouter parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu corporatiste, c'est-à-dire on veut défendre notre métier, notre gagne-pain, puis en même temps, c'est une industrie qui est quand même assez lucrative au Québec, le doublage. Mais il y a comme une espèce de double discours. Quand on fait des revendications publiques, on prend le public à témoin dans les manifestations. Des fois, on leur dit souvent, puis je n'engage que moi en le disant, là, parce que je me sépare un peu de mes camarades quand je dis ça, c'est qu'on veut dire c'est effrayant, les doublages français, on ne peut pas supporter. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Puis je peux comprendre qu'effectivement, parce que c'est la langue vernaculaire, la langue dans la banlieue parisienne qu'on utilise, on peut utiliser le verlan, on utilise la boîte à outils est toute ouverte, je parlais de la tout à l'heure. Eux, ils vont jouer dedans. Bien, moi, ce que je fais comme Québécois, je fais « Way to go, les Français, vous faites bien, faites-le. » Mais à l'opposé, les Québécois, on devrait, et c'est là que je vous rejoins, vous, que je trouve, bien, on devrait se décomplexer. Puis là, le public, quand on leur passerait des tests dans 10 ans, dans un monde idéal, ils diraient « Ah ben oui, ça c'est un doublage québécois. » Puis ils se reconnaîtraient, puis ils verraient la qualité du doublage québécois. Mais le danger du milieu, à mon avis, qui n'engage que moi, du milieu québécois, c'est que on lave un petit peu trop blanc, si vous voulez mon avis. On l'efface, le fuck. On n'y en donne pas d'équivalent. On va dire merde, mais il a dit you fucking bastard, bitch fucking... Merde. OK, bon, c'est vrai que c'est pas beau, là, mais il y a des choses qui pourraient aller plus loin. On pourrait faire un meilleur travail là-dessus si on se décomplexait. C'est ça que j'aurais envie de dire, puis que je trouve paradoxal chez les camarades, parce que quand tu dis des trucs neutres, le grand public, lui, va dire ben c'est des Français qui font ça. Il voit pas le Québécois là-dedans. Mais là, allez, non, mais tu as raison, probablement. Puis ton étude nous le montre aussi. En tout cas, ça prouve ça. Mais je pense que le public québécois a un affect parce que, oui, c'est des comédiens québécois qui ont sauvé un peu leur milieu parce que le politique s'en est jamais mêlé. Quand il y a eu les représentations dont tu parles, où on a dit le doublage français, c'est de la merde, puis oui, on tient à nos jobs, c'est parce que on apprenait qu'il y avait 3 majors importants qui étaient Warner's, puis je sais pas, je pense DreamWorks, ou je sais pas quoi, qui partaient du Québec. Donc, nos doublages n'existeraient plus. Il n'y en aurait plus. Les principales compagnies partaient. Fait que, sans appui politique, c'était notre seule façon de faire du corporatisme un peu d'une certaine façon. Mais c'est ça. Rebonjour, toujours Maxime. Moi, ma question, c'était par rapport à la préparation, quand vous savez que vous allez doubler un nouvel acteur, est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que vous essayez de rentrer dans sa personnalité, dans la cabine? Bien, c'est plus facile de doubler toujours le même acteur parce qu'on le connaît. Fait qu'on a plus l'impression d'entrer dans des pantoufles, en fait. Doubler un nouvel acteur, effectivement, ça demande beaucoup plus d'observation. Bien, dans tous les cas, ça demande de l'observation, là. Mais disons que c'est plus difficile. Mais non, souvent, ce qu'on va nous faire, c'est d'aller visionner le film avant de le faire. Donc, on va aller souvent visionner un film qui n'a pas de music and effect, donc c'est des films très drables. Et là, on peut un peu savoir ce qu'on va faire. Puis c'est à peu près la seule préparation. C'est un métier qui se fait beaucoup dans l'instantanéité et dans la vitesse, comme on en a parlé tout à l'heure avec les adaptateurs. Puis aussi, le piège pour les acteurs dans toutes les manières d'être acteur, c'est des fois d'être trop préparé. Parce qu'un acteur trop préparé, il arrive avec son idée, puis il peut se heurter de plein fouet avec... Donc, il faut aller voir ça, se rendre disponible, entendre le plus possible, s'ouvrir, essayer de comprendre, mais en sachant qu'il faut que tu sois dirigé là-dedans, parce qu'il y a plein de décisions, des fois, puis comme on a dit tout à l'heure, qui peuvent venir de plus haut que le directeur, qui peuvent... Jusqu'à quel point, à ce moment-là, ça peut être fastidieux, des fois, de reprendre toujours une scène, toujours la même...
C'est 8, 10, 12 prises, 15. Ça dépend qu'est-ce qu'on te demande de reprendre. Parce que moi, comme comédien, j'aime ça reprendre parce qu'on peut toujours améliorer. Mais c'est sûr que si c'est quelqu'un qui dit une affaire que tu ne comprends pas, au bout d'un moment, tu dis, fais-le moi, le reproduire. Comment tu veux que je le dise? Bon, ben, je vais t'imiter. Tu ne dis pas de même, mais tu le Oui, puis des fois, à force de refaire la boucle, parce que c'est divisé en très petites boucles, quand on fait un doublage, on ne fait pas une scène au complet, elle est séparée en, je sais pas, 30 boucles à peu près. Bien, à force de la revoir, de la refaire, on oublie l'original. Oui. Et puis souvent, ben, le directeur et le comédien ont des idées comme à l'opposé. Donc souvent, il faut revenir à l'original pour dire, OK, qu'est-ce que je dois jouer là? La prochaine question, ça vient de moi, Pascal. C'est une question, en fait, en deux parties, puis elle s'adresse à vous en tant que professeur de doublage, si on veut. Vous donnez bien des cours. Sur quoi vous vous basez pour enseigner le français qu'on dénomme international ou de doublage? Est-ce que vous avez des manuels? Est-ce que ça se base sur votre expérience personnelle? Est-ce que vous vous basez sur ce qui a déjà été fait? Est-ce que vous en profitez pour essayer aussi peut-être de faire changer un peu les choses, si vous sentez qu'elles doivent être changées? Dans les écoles de formation, c'est quoi? Il y a à peu près 6 ou 7 caractéristiques. On les a toutes un peu passées tout à l'heure, les Africains. Puis, donc ça, on le retient assez rapidement. On a des cours de diction. Puis, et un acteur qui vient au conservatoire, parce que c'est des programmes qui sont faits avec l'Union des artistes. Donc les gens sont formés. Donc, à priori, en principe, ils sont censés arriver avec ces connaissances-là. Mais c'est pas tout le monde malgré les comédiens, il y en a qui y arrivent plus difficilement. Puis d'ailleurs, juste une petite parenthèse, est-ce que ça ne ferait pas aussi partie du problème qu'au Québec, il y a une certaine chasse gardée de gens qui sont capables, eux, de faire habilement du français international? Alors que si tous les camarades comédiens qui ont fait ça en québécois, on ouvrirait beaucoup plus, tu sais. Il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a ça, mais ça peut... Ben, pas la théorie, c'est ça, les Illuminati. Mais c'est vrai que aussi... C'est un milieu de travail, hein, ça. Puis ils ne sont pas si nombreux, les comédiens, qui peuvent faire ça, parce que toute la dimension technique aussi, d'être capable on est vraiment là, très cadré quand même, puis il faut trouver sa liberté dans le cadre. Puis évidemment, quelqu'un qui arrive avec une facilité en français international, il va passer devant ceux qui en arrachent, là, qu'on entend trop les nasales, puis... parce que quelqu'un qui se fait dire par un directeur de plateau, quand il commence à faire le métier, il va travailler ta diction, c'est mal barré, là. C'est un échec. Oui, il va peut-être pas se faire rappeler. Tu sais, c'est ça aussi. Donc, en sens que je dis en tout respect, c'est ça, mais des fois, il y a peut-être chez l'être humain, bien, on est capable, on sait faire ça. Fait que de trop ouvrir, ça permet à des comédiens qui n'en font pas habituellement d'en faire, là. Merci. Puis la deuxième partie, ça recoupe un peu celle de Joanie, puis ça touche aussi l'étude de M. Ostiguier et de Christine, dans le sens que... est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné? Je veux dire, l'absence de variables exclusivement, variables phonétiques exclusivement québécoises, c'est clairement pas du hasard. C'est clairement quelque chose qui doit être véhiculé ou enfin enseigné. Si c'est des variables qui sont neutres, dans le sens que monsieur, madame, tout le monde n'est pas capable de dire c'est quoi une affrication, tu dis. Je veux dire, les gens ne sont pas capables. Ils ne voient pas comme du mauvais français. Donc, pourquoi est-ce que... Pourquoi insister? Oui, bien, si tranquillement, peut-être, parce que je ne suis pas certaine non plus que le client serait capable de reconnaître une diphtongaison, oui, mais une affrication, c'est quelque chose de très, très naturel, très subtil. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait possible à ce moment de, tranquillement essayer de faire passer ces expressions-là, ces variables phonétiques-là au client, qui probablement ne s'en rendrait pas compte? Et puis, si jamais ces dictions-là sont corrigées, qui se permet de corriger ce genre de... ces variables qui ne sont pas marquées comme familières ou vulgaires? Bien, moi, je pense que quand j'entends ça spontanément, il me vient l'idée que c'est des métiers, des métiers d'interprète, des métiers qui fonctionnent beaucoup, beaucoup à l'intuition. Vous avez beau aller faire 3 années d'école de théâtre ou 4 années de formation. Grosso modo, la partie la plus objective va être celle avec le prof de diction qui va vous parler des phonèmes, puis il faut les faire, puis il faut y arriver. Après ça, c'est pas mal aller faire des scènes, aller jouer dans le répertoire américain, aller faire un classique, puis après ça, dans le classique, faire Molière, c'est pas la même chose que faire ou de faire Corneille ou Racine. Donc, on étudie les gens, mais on est toujours avec des gens, des profs eux-mêmes, qui sont souvent comédiens, dans l'intuition.
Puis là, ce dont on parle, c'est plus technique. Moi, j'étais un petit peu plus théorique. Je me suis beaucoup passionné pour la phonétique quand j'étais au conservatoire. J'ai vu Mme Huguet, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de Mme Becksec, qui était, elle, c'est comme la papesse de la diction, puis elle me donnait un brevet de phonétique. Puis moi, je trouvais ça intéressant parce que je trouve toujours que, oui, je veux bien jouer Actors Studio, ça va, mais vous êtes la preuve qu'on peut... Mais oui, vous êtes la preuve qu'on peut découper les choses, qu'on peut étudier le phénomène et que... Il suffit pas de dire, moi, ça me frustrait qu'on dise, ah, c'est vrai, elle est bien bonne, cette actrice, elle est juste, elle est vraie. Ouais, mais elle est vraie en 1988, mais est-ce qu'elle aurait été aussi vraie en 1947? Puis quand on entend Sarah Bernard, par exemple, des enregistrements, on trouve ça d'un faux fini, mais les gens à l'époque trouvaient ça formidable. C'était la plus grande des actrices. Fait que ça, moi, je trouve que cet aspect-là, technique, que vous apportez des gens comme vous, moi, je trouve ça super important. Mais comment transmettre ça à des clients, par exemple, qu'on voit 2 minutes et quart, ou des gens qui sont juste là pour l'argent, ou des gens parce qu'ils se disent « je suis francophone, donc je suis un spécialiste de français ». Ça ne fait pas dire qu'on ne veut pas de mal dans sa vie, puis, mais parce qu'il parle français. Puis moi, ça ne se dit pas « ça », « qui ça », c'est quoi ça, c'est dit « ah là », de quoi, et où ta référence, et où ta source. Puis moi, dans un beau fantasme, j'imaginerais que des gens comme vous, là, arriveraient en contact avec le milieu, parce que ces gens-là auraient peut-être besoin d'un petit contact avec la réalité, une certaine réalité, qu'on leur dise « attendez, c'est pas juste de l'intuition, messieurs, dames. Il y a des choses qu'on peut discuter ensemble, on pourrait travailler en amont. » Puis moi, encore récemment, avec Hélène, on était dans une réunion de post-production. On rencontrait des clients comme ça, à qui j'essayais, par exemple, d'expliquer des choses comme celle-là, puis j'ai eu une fin de non-recevoir. Oui. C'est-à-dire, on essaie d'expliquer... Attendez, non, c'est comme ça, on va faire ça en québécois, c'est le même. Donc, je pense que ce serait bien, je ne sais pas par quel moyen, rêvons qu'on vous a comme ressource, que vous puissiez parler. On rêve qu'il y aurait un jour un colloque, un congrès, mais avec les praticiens, un week-end quelque part, et que les gens se parlent. Hein? Il faudrait, avec l'Union des artistes, ça a de l'argent, ça. Ils sont capables de payer pour des réunions. Moi, j'ai toujours pensé que ça serait bien, et ça serait tellement fécond, parce qu'on n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas qui c'est qui est le meilleur. On veut rendre le produit meilleur. On veut tous... Du partage de connaissances. Puis je pense qu'on a un certain rôle quand même, parce qu'on a beau dire que tous les Québécois sont rendus bilingues. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Puis, ben, on a un rôle d'exemple. Les gens, ils les écoutent, ces doublages-là. C'est ce qu'ils entendent. Ils l'ont dit dans le doublage, donc je peux le dire, tu sais. Est-ce que la solution à proposer à ces gens-là qui sont près de leurs sous, puis qui ont leurs propres idées, d'intégrer une variante à la fois? C'est-à-dire que comme l'affrication n'est pas du tout marquée, tout le monde Afrique au Québec, sauf peut-être quelques Gaspésiens ou des gens des Îles-de-la-Madeleine, mais ça, c'est pour d'autres raisons historiques. Donc, on intègre l'affrication. Il y a des degrés là-dedans aussi, donc une affrication standard. Puis, oups, quand l'oreille des cinéphiles est habituée, bien, parce que là, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait des habitudes d'écoute. Donc, soyons réalistes, on ne peut pas non plus intégrer ça d'un coup. Donc, on pourrait y aller avec l'affrication, puisque c'est non marqué. Le relâchement des voyelles hautes, parce que c'est pas très marqué. Puis, oups, puis à un moment donné, les nasales. Puis, oups, dans 20 ans, on s'en rendra pas compte, puis ça va avoir changé. Oui, enlever le nœud, comme tu peux. Oui, enlever le nœud. Oui, c'est ça. Puis l'idée aussi, plus. Puis tu l'as bien mentionné, Benoît, c'est que le nœud à l'oral, il n'est pas produit par personne dans la francophonie. C'est pas juste ici au Québec, là, c'est ailleurs aussi. Puis je m'adresse ici aux étudiants en traduction. Ce dont on discute aujourd'hui par rapport au doublage des films, bien, on le voit aussi dans les livres. Relativement récemment, bien, cet été, j'ai lu un livre écrit en anglais par un Écossais, traduit par un Français, mais où l'action se passait aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, j'avais 20 pages de lu, puis un personnage qui avait pris le ferry, qui avait une angine, qui prenait des cachets. Donc, ça, on est dans le lexique. Donc, déjà, puis moi, dans ma tête de lectrice, je n'étais pas du tout aux îles de la Madeleine. Puis les personnages répondaient si pour oui. Puis, bon, en tout cas, il y avait plein de choses comme ça. Donc, c'est pas propre
à ce milieu-là. Puis ce que je trouve malheureux avec tout ça, dans le fond, c'est qu'avec ce français édulcoré-là, on a une absence de variation, on a une absence de toute la richesse en lien avec les différents registres de langue qui ne sont pas représentés. L'expressivité, notamment. L'expressivité. Et le problème qui semble se poser quand vous recevez les textes, c'est à l'écrit. Il faut les rendre à l'oral. Ouais, c'est ça. Et tout ce qu'on peut avoir comme... tout ce qu'on dit par rapport à la langue française, souvent, c'est qu'on confond l'oral et l'écrit d'abord. Et ça, c'est un... Puis on ne tient pas compte des différents registres de langue, donc ce sont des choses auxquelles il faudrait, dans un avenir pas trop lointain, auxquelles il faudrait s'intéresser de façon plus importante. Le temps avance très vite. On peut prendre encore une ou une et demie dernière question. Et après ça, je crois on est pas mal arrivé à la fin de notre table ronde. Bonjour, ma première question s'adresse à Caroline. Oui. Vous qui avez analysé les doublages, je me demandais en fait là, du québécois au français, qu'est-ce qui change par rapport à la prosodie? Je sais que c'est pas ça que vous avez regardé principalement, mais qu'est-ce que vous vous souvenez ou qu'est-ce que vous avez retiré de ça par rapport à la prosodie, le débit, le rythme? OK. Ce que je vais dire est pas validé, c'est intuitif et c'est une hypothèse. Par exemple, si on prend par exemple deux Québécois, OK? Puis, bon, il y en a un qui demande comment ça va? Bon, on se demande comment ça va? Ça va. Tata. On a comme un pic d'intonation. Alors que si deux Français qui se rencontrent, qui se disent ça va? Ouais, ça va. Donc, il y a quelque chose. Il y a pas ce pic-là dans le rythme et l'intonation. Il y a quelque chose d'un petit peu plus traînant. Ça, je pense que ça influence beaucoup. Par rapport aussi à l'expressivité, ça me fait penser, il y a des chercheurs qui ont démontré que le degré de bonne humeur qu'on évalue par soi-même, là, et c'est des chercheurs qui ont comparé des Américains et des Européens de l'Est qui sont issus des anciens pays de l'Est. Des Européens, des anciens pays de l'Est, exactement. Et quand les gens devaient évaluer leur propre degré de bonne humeur, bien, mettons que le degré de bonne humeur est ici, au centre, bien, les Américains vont avoir tendance à surévaluer leur degré de bonne humeur. Ça va? Oui, ça va super bien. Alors que dans les faits, bon, ça va pas tant que ça. Alors que les gens des anciens pays de l'Est, on leur demande, ça va? Oh, oui, ça va. Alors que... Oui. Bon. Et j'ai le sentiment qu'on peut transposer ça aussi entre Québécois et Français. Je pense que, et ça, c'est de par notre proximité avec les États-Unis, oui, je pense qu'on a tendance à surévaluer, puis ce qui a une incidence peut-être sur l'expressivité, l'espèce de pic qu'on va avoir dans un « ça va », contrairement aux Français qui l'auront peut-être moins, ça, cette petite chose-là. Mm-hmm. Donc, c'est plusieurs couches qui se superposent. Bien, merci, c'est très intéressant. Et puis ma demi-question... Tu peux répondre par oui ou par non, c'est ça? S'adresse aux praticiens. Puis, en fait, c'est que là, en fait, moi, je fais une analyse présentement. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Est-ce que j'ai le droit de le dire, Christine? D'accord. J'analyse la série Minuit le soir, la version originale québécoise, puis son doublage français. Puis, en fait, j'ai remarqué à plusieurs endroits, là, je prends un exemple, que la version originale québécoise, ils vont utiliser le mot chum. Il s'en va au chum, comme ami. Puis que la version française, ils vont plutôt dire vos copains. Fait que là, on se demandait, moi et Christine et tous mes coéquipiers, en fait, s'il y avait comme un changement de registre, parce qu'en fait, de langue, parce que l'équivalent, il me semble, de chum serait comme des potes. Fait que là, je me demandais, est-ce que vous le sentez
d'un doublage québécois au français, par exemple, s'il y a un changement de registre, parce qu'on le sait qu'il y a aussi la petite théorie sécurité linguistique des Québécois, mais aussi la valorisation du français de France ou français de référence. Et puis là, je regarde votre face. Est-ce que c'est clair? Hélène, moi, je pensais à Hélène quand on s'appelle des fois la veille, qu'on va commencer une nouvelle série. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a eu la question copain, tout ça. Oui, chum. Dans la série québécoise, où la fille, elle disait, mais la fille, elle vient d'un niveau social un peu plus élevé que la fille qui a la Grèce. Elle dit, c'est mon chum. Mais on n'était pas sûr qu'elle pourrait dire ça, nécessairement, même en québécois. Mais là, mon amoureux, c'était trop raffiné pour elle, mon copain. Mais je sais pas. La série, toi, Minuit le soir, est-ce qu'elle a été doublée au Québec pour la France ou elle a été doublée en France? De ce que je pense, elle a été doublée en France. OK. Micro. Puis ne sous-estimer jamais aussi les erreurs et les incompréhensions de traduction. Nous, en dirigeant, puis même comme comédien, parfois on fait « Oh, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Attends un petit peu, non, c'est pas ça. Ils comprennent à l'envers. » Fait que des fois, ça peut être aussi bête que ça. C'est passé. Ils n'ont pas vu ça passer. Puis ils sont allés donner un contresens, puis ils sont prêts avec. Ça se peut. OK. C'est une usine à saucisses, hein? Ça roule. Ça roule. Puis quand l'usine est partie, tu ne l'arrêtes plus comme tu veux, parce que ça coûte cher de revenir au premier épisode quand tu es rendu au 8e. D'accord. Merci.